Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver un lundi soir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé un lundi soir pour une lucarne américaine. Je n'ose même pas regarder depuis quand, ça n'a plus été le cas parce que ça a été un peu compliqué. Bref, voilà, on est donc de retour ce soir pour une lucarne américaine assez particulière. Vous allez voir, je vais entrer dans le détail dans un instant. Je rappelle à ceux qui écoutent cette émission en rediffusion, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans sur les différentes plateformes de podcast, donc à l'audio uniquement, que l'on est en direct tous les lundis soirs, enfin tous les lundis soirs, quand l'émission a lieu, à partir de 22h. Vous voyez, les 22h05 là, ça veut dire que oui, je suis à l'heure, c'est incroyable. Non, si, je suis à l'heure puisqu'il y a eu l'intro, donc voilà, c'est magnifique. Et donc, si vous voulez, vous pouvez venir passer ce moment avec nous, poser vos questions, interagir et faire comme ceux qui sont déjà présents dans le chat là, et que je vais saluer, Romano, Red, Nostromo et Alrami, qui sont déjà arrivés dans le chat. Voilà, pour passer ce moment avec nous pendant l'émission et venir poser toutes les questions par rapport aux sujets qui vont être abordés. Le principe de l'émission, ceux qui sont là le connaissent, ceux qui découvrent ne le connaissent pas, mais donc il y a toujours des gens qui découvrent, donc on va quand même le rappeler. Le principe de l'émission, il est assez simple. Pendant à peu près 1 heure, on va faire le tour des Amériques. Et merci à Cléliox, bienvenue à toi. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Justement, il vient de débarquer dans le chat et il vient de suivre la chaîne. Merci à toi. Donc je disais, pendant 1 heure à peu près, on va faire le tour des Amériques. Généralement, on a plusieurs parties. On a une première partie avec les news, une deuxième avec un dossier, voire deux parfois. Et ensuite, on termine avec les Golasso Hello. Cette semaine, on va essayer de faire un petit peu particulier parce que dans la foulée de l'émission, il va y avoir le tirage au sort de la phase de groupe de la Libertadores et de la Sudamericana. Donc, on va vraiment essayer de tenir le timing cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de respecter l'heure d'émission, puisqu'ensuite on fera une pause et ensuite on reviendra pour les deux tirages au sort qui ont lieu normalement vers minuit. On prendra l'antenne un petit peu avant. La diffusion est annoncée à partir de 23h15 heure française. Donc voilà, on surveillera. Mais donc voilà, il faut qu'on gère le timing. Donc, l'émission de ce soir, il va y avoir on va tourner autour de 3 grandes news. La troisième peut servir de dossier. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous le donner, le programme directement. On va aborder un petit peu ce qui s'est passé sur le continent, que ce soit au nord et au sud, au niveau des compétitions continentales. On va faire un point. Ça me permet aussi, moi, qui n'ai pas eu le temps d'écrire sur le site, de faire un point pour ceux qui suivent, de mettre un point à l'audio pour tout le monde. On ira ensuite s'intéresser à 2 cas particuliers. Le premier, c'est ce qui est arrivé à Palmeiras en Copa Libertadores U20, avec un nouveau cas de racisme en Amérique du Sud, et un club qui a véritablement décidé de réagir pour le coup, et de frapper pour le coup. On va voir jusqu'où ça va, j'en parlerai dans un instant. Et le troisième, qui peut être un petit peu le dossier, on va parler forcément de la grande information de la semaine dernière, l'ouverture du procès sur la mort de Diego Maradona. Je vais essayer de vous poser un petit peu le contexte, de vous expliquer ce qui est en jeu et pourquoi il y a un procès aussi, parce que parfois cette question peut aussi se poser. Donc on va aborder tout cela et on abordera ça avec vous. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je salue ma foi qui est arrivée. J'ai salué Cléliox, oui, et je l'ai remercié pour son follow. On va donc pouvoir démarrer maintenant. Et donc, je le disais, on va démarrer un petit peu par ce qu'on peut appeler les news de la semaine. Alors les news, donc, elles vont être un petit peu particulières puisque on va juste d'abord s'intéresser aux compétitions continentales. On va aller au nord et au sud. On fait le tour des Amériques, donc là, pour le coup, ça va vraiment être le cas. Ce qui veut dire que l'on va s'intéresser à ce qu'il s'est passé en Conca Champions et en Copa Libertadores. On va commencer donc au nord, en Conca Champions, qu'il faut appeler la Champions Cup, désormais, la CONCACAF Champions Cup, et non plus la Conca Champions ou non plus la CONCACAF Champions League. Bref, on jouait cette semaine les huitièmes de finale retour de cette compétition avec donc plusieurs géants du continent qui sont impliqués dans ces huitièmes de finale, et certains vont donc forcément se retrouver en quart de finale. Je salue Pedro Viseu qui vient d'arriver aussi dans le chat au moment où on aborde la Conca Champions. On va donc faire un petit point. Il y a pas eu d'énormes sensations, il y en a eu une surprise, je vais y revenir dans un instant. Sinon, dans l'ensemble, les logiques ont un petit peu été respectées, les logiques des matchs allés ont été respectées. Par exemple, l'Inter Miami
qui jouait contre des Jamaïcains de Cavalier, avait gagné 2-0 à l'aller, a gagné 2-0 au retour. Avec le retour de Lionel Messi à l'occasion de ce match-là, il est entré à peu près à l'heure de jeu, il a marqué son but. Donc il était de retour parce que ça faisait déjà 3-4 matchs qu'il ne jouait plus. J'en profite d'ailleurs, hein, vous l'avez peut-être vu, mais dans la perspective des éliminatoires sud-américains qui auront lieu cette semaine, Messi ne sera pas là avec l'Argentine pour jouer contre l'Uruguay et contre le Brésil. Il n'a pas été convoqué par Scaloni. On a été tous ultra mauvaise langue avec Mascherano qui parlait de la fameuse fatigue de Lionel Messi. Apparemment, il est toujours fatigué au point de ne pas aller en sélection pour cette session de mars. Et c'est pas n'importe quel match, je le rappelle, c'est l'Uruguay et le Brésil. Bref, l'Inter Miami s'est qualifié en éliminant donc Cavalier. Les Pumas, eux, sont allés chercher la qualification face aux Costa-Ricains de Alajuelense. Ils avaient aussi fait le travail à l'aller. Ils ont assuré un petit peu au retour. Ils auraient pu un petit peu se faire peur, mais leur égalisation leur a permis d'aller chercher, assurer, pardon, la qualification. Et ensuite, l'autre qui avait fait le gros coup du match aller, c'était le Los Angeles Football Club, le LAFC, de Denis Bouanga, Loris Giroud et compagnie. Le LAFC avait battu le Columbus Crew 3-0 au match aller et devait s'offrir un match retour assez facile. Il n'a pas été si facile. Il y avait 2-0 pour le Crew à la mi-temps. Ça a chauffé très fort toute la rencontre, mais Los Angeles est passé et a marqué le but qui a scellé la qualification en toute fin de match, 96e minute. Un but de Denis Bouanga, et donc le LAFC s'est qualifié pour les quarts de finale. Pour dire donc respect de ce qui s'était passé sur les matchs allés, victoire à l'aller et qualification assurée au retour. Il y a forcément d'autres résultats où c'était un petit peu plus ouvert, normalement, après le match aller, notamment le Classico national entre l'América et les Chivas, puisqu'il y avait eu match nul à l'aller. Bon, il n'y a pas eu photo au match retour, 4-0 pour l'América, 2 buts par mi-temps. On s'attendait à ce que l'América batte les Chivas. Peut-être pas aussi largement, aussi facilement. On s'attendait, c'est un classico, donc ça reste normalement toujours un petit peu ouvert. Bon, voilà, ça n'a pas été aussi ouvert que ça. 4-0 au retour, il y avait eu 0-0, donc je le disais à l'aller, et l'América est donc en quart de finale. Je fais un petit break pour saluer Jiremph et Florenzi qui sont arrivés eux aussi dans le chat. Les Tigres ne sont pas armés pour l'América. Alors voilà, Red le Rouge est déjà en train de se projeter sur des potentielles demi-finales. On va en parler dans un instant, des potentielles demi-finales. Et il parlait des Tigres parce que Tigres est parvenu à se défaire d'un représentant de MLS qui est Cincinnati. Ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, entre guillemets, c'est-à-dire que Cincy a mené au retour avant de se faire retourner. Et donc Tigres est en quart de finale et Tigres affrontera le Los Angeles Galaxy qui a enfin réussi à marquer plus d'un but et à gagner un match surtout. C'est sa première victoire de la saison. Victoire 4-1 pour le Galaxy. J'ai déjà oublié, est-ce que je l'ai noté? J'ai dû le noter, mais je ne me rappelle plus contre qui ils ont gagné au match retour. Herediano, je savais que c'était les Costa-Ricains. Herediano, je l'avais noté. Bref, voilà, donc victoire plus ou moins tranquille du Galaxy, et donc on aura un Tigres Galaxy en quart de finale. Je vais y revenir dans un instant. Et enfin, il reste 2 équipes qui se sont qualifiées. La première, c'est Cruz Azul qui a écrasé Seattle au match retour. Il n'y a pas eu photo, il y a eu 4-1 sur le score, et on a très vite compris que ça allait être très compliqué pour Seattle sur ce match retour. Ça l'a été. 4-1 score final. Il reste un match, il reste une anecdote particulière, c'est, vous le voyez, il manque un Mexicain parce que il reste Vancouver qui a éliminé les Rayados. J'en ai parlé lors d'un live, je crois que c'était avant-hier, lors du live MLS, ou peut-être hier, c'est pas grave, on va le rappeler. Les Whitecaps avaient fait match nul au match aller. Chez eux, donc, et devaient se rendre au retour à Monterrey. Enfin, à Monterrey. Non, ça s'est pas joué à Monterrey, ça s'est joué à Torreón, à l'Estadio Corona, parce que le stade des Rayados était pris par un concert de Shakira. Tout le monde se disait, de toute façon, jouer les Whitecaps au retour, on peut délocaliser, pas de problème. Le match s'est joué donc dans un stade quasiment vide. On pourrait presque parler de huis clos, et ben, c'est passé ce qu'il s'est passé. Les Whitecaps ont éliminé les Rayados en faisant match nul, 2 buts partout. Les Rayados ont même sauvé le match nul sur un but de Sergio Ramos à la 97e minute. Mais les Rayados sont donc éliminés, ce qui a permis au community manager des Whitecaps de chambrer allègrement en publiant sur son compte Twitter une photo de Shakira en train de réserver des billets pour les quarts de finale
des Whitecaps. Voilà, c'était bon enfant, c'était rigolo, mais c'est quand même la deuxième année que les Rayados se font sortir par un club de Liga MX chez eux au retour. Donc attention, quand même, l'année dernière, c'était le Crew. Vous voyez donc les affiches des quarts de finale. Je salue le retour qui est arrivé dans le chat aussi. Les Pumas ne sont pas top. Vancouver peut passer en demi. Oui, d'autant que Vancouver est pour l'instant l'équipe qui est la plus aboutie en termes de collectif et de certitude dans le jeu sur ce que l'on voit de début de saison, que ce soit en MLS ou en Conca Champions. C'est une équipe qui maîtrise ses matchs. Donc attention, les quarts de finale, les voici. Il y aura un alléchant LAFC Inter Miami. Donc, vous le voyez, c'est d'un côté du tableau. Le vainqueur affrontera le vainqueur de Vancouver contre les Pumas. On peut tout à fait envisager un 100% MLS d'un côté, et de l'autre côté, on peut aussi tout à fait envisager un 100% en Liga MX. On va avoir un Classico Roven entre l'América et Cruz Azul dans le troisième quart de finale. Et enfin, donc, Tigres va affronter un Galaxy qui n'est pas forcément au mieux lors du dernier quart de finale, avec donc, comme l'évoquait Red dans son message tout à l'heure, la possibilité de ce que l'on pourrait appeler le nouveau classico du football mexicain. On l'a déjà évoqué à de multiples reprises, on pourra le réévoquer si ça arrive, ce fameux duel entre l'América et Tigres, qui est vraiment le match des années 2010-2020. Ces deux équipes-là sont systématiquement en train de se croiser pour jouer tout simplement des titres ou des places d'honneur dans les compétitions continentales. Je vous mets les affiches, vous voyez dans l'ordre dans lequel elles se jouent. L'América reçoit au premier match contre Cruz Azul, le Galaxy reçoit Tigres au premier match, Vancouver reçoit les Pumas au premier match et le LAFC reçoit l'Inter Miami. Les rendez-vous, les matchs ont lieu, les horaires que vous avez, ce sont les heures locales ou Eastern Time aux États-Unis. Donc ça veut dire que ça sera la nuit suivante chez nous pour la plupart du temps. Dans la nuit donc du 1er au 2 pour les deux premiers quarts de finale, América Cruz Azul et Galaxy Tigres. Dans la nuit du 2 au 3 pour les deux derniers quarts de finale. Je le rappelle donc, Vancouver contre les Pumas et le LAFC face à l'Inter Miami. Voilà donc ces quarts de finale, vous l'avez noté, un 100% Liga MX, un 100% MLS et un avec 50% de chacune des deux ligues. C'est du classique, c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'il n'y ait pas vraiment de grandes surprises. On est sur des habitudes, les équipes que l'on attendait à peu près sont là. Oui, les équipes que l'on attendait, on aurait pu attendre le Crew s'ils avaient sorti le LFC, mais c'était déjà une grosse affiche dès le départ, donc il n'y a pas de grande surprise. Le seul absent, je pense, et ça, je sais que Red, qui est fan de foot mexicain, me suivra là-dessus, ce sont forcément les Rayados, mais je le disais, attention, les Whitecaps sont très très bons. Sont très très bons en ce moment sur ce début d'année. On était au nord, on va aller au sud, on va parler du dernier tour préliminaire de la Copa Libertadores avec ce fameux tableau que je vous affiche et que vous pouvez donc voir, et vous avez une idée de quels sont les 4 qualifiés. C'est pas forcément le tableau le plus simple à lire, je trouve, parce qu'on a la sensation qu'il manque des demi-finales et une finale. C'est un peu bizarre cette présentation, mais c'est la CONMEBOL qui fait ça. Et bien là aussi, pour le coup, il n'y a pas eu de surprise en fait. Ce qui s'est passé à l'aller a été plus ou moins confirmé au retour, ou parfois la logique a fini par être respectée au retour. 3-0 au Monumental de Guayaquil, c'était le score de Barcelona face aux Corinthians, ce qui voulait dire qu'il y avait une mission remontada assez compliquée quand même à venir pour le Corinthians, et il n'y a pas eu remontada du Corinthians, même s'ils sont revenus ils ont gagné 2-0, et ils se sont offert une fin de match un peu à suspense, puisqu'ils ont marqué le but du 2-0 dans la fin de match, mais il n'y a pas eu de surprise. Barcelona a donc éliminé le Corinthians. Il n'y a pas eu de... D'ailleurs, donc le Corinthians sera, parce que ceux qui ont perdu ce dernier tour de barrage joueront la Sudamericana. Donc le Corinthians, qui était demi-finaliste de la Sudamericana l'année dernière, battu par le futur champion Racing, retrouve la Sudamericana. J'en profite pour aussi évoquer le fait que le Corinthians est en finale du Paulista, a gagné le match aller face à Palmeiras, et donc peut se concentrer un petit peu là-dessus. Bref, dans les 3 autres matchs qui sont les derniers matchs du tour préliminaire de la Libertadores,
Eh bien, l'Alianza Lima, qui avait éliminé Boca au tour précédent, qui a continué à faire des exploits, puisque l'Alianza Lima a encore gagné à l'extérieur. C'était au Chili, face au Deportes Iquique, a assuré avec un match nul au match retour. C'est la surprise, hein. Pour le coup, sur la campagne de ces préliminaires de Libertadores, c'est vraiment la surprise, ce que fait l'Alianza Lima, avec des victoires à l'extérieur, avec des résultats cherchés à l'extérieur. Donc, c'est assez impressionnant. J'en profite pour saluer Pierre qui arrive. Au moment où on parle de préliminaire de Libertadores, il n'est pas concerné. Il n'empêche, l'Alianza Lima, pardon, peut embêter du monde. Leur victoire contre Boca les a gonflés à bloc. Il y a beaucoup de certitudes dans cette Alianza Lima. Il y a beaucoup d'expérience aussi. On parle forcément de Paulo Guerrero ou d'Hernan Barcos, qui est le meilleur buteur de cette phase à élimination directe, de cette phase préliminaire, pardon. Donc il y a un entraîneur qui a l'habitude aussi, qui a un peu de bouteille, Pipo Gorosito. Donc voilà. Bon, on va pas s'enflammer sur l'Alianza Lima non plus. Le plus dur commence, hein, entre guillemets. Mais en tout cas, la mission est accomplie. Ils sont en phase de groupe de la Libertadores. Et on sait, c'est un petit peu toute proportion gardée, hein, parce que les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais on sait à quel point une participation à la phase de groupe veut dire des entrées d'argent en dollars américains, c'est important de préciser cela, et pas en pesos, en dollars américains, et donc c'est très très bien pour un budget. Donc la mission est clairement accomplie pour l'Alianza Lima. Je salue Isanoé qui est arrivé ici. Je ne vois pas et Pierre qui nous dit je ne vois pas Boca dans le tableau, ça doit être une erreur. Je m'étais promis de ne pas chambrer Boca. On verra peut-être tout à l'heure pendant le tirage parce que Vince sera avec moi. Donc il se peut que voilà. Mais pour l'instant on ne chambre pas. Bref, je le disais, l'Alianza Lima donc s'est qualifiée pour la phase de groupe. Les deux autres qualifiés, ce sont Bahia, qui a souffert quand même face à Boston River, match nul à l'aller et un seul but au match retour. Victoire 1-0 à Fontenova sur un but de Jean Lucas. Ça doit vous parler si vous êtes brestois ou lyonnais. Jean Lucas, ça va vous rappeler des souvenirs. Et enfin, donc, le dernier qualifié pour la phase de groupe, c'est le Cerro Porteño qui a éliminé Melgar. Victoire au Pérou, victoire au match retour, 4-2, donc double victoire, qualification assez sereine du Cerro Porteño qui a eu un parcours assez simple, hein, finalement dans cette phase de préliminaire de Libertadores, après avec un Vénézuélien au premier tour et Melgar qui a souvent l'habitude de craquer un petit peu au match retour. Je salue Ronan Bertolo qui est aussi dans le chat. Et donc ça veut dire qu'on a tous les qualifiés pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Libertadores et de la Sudamericana. Alors pour la Libertadores, voici la liste des qualifiés pour cette phase de groupe. Vous voyez comme d'habitude qu'il y a beaucoup de Brésiliens, ils sont 7. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'Argentins, ils sont 6. Et vous voyez que les autres se partagent les miettes. 2 Boliviens, un habitué, Bolivar, et un pas du tout habitué qui va tout découvrir, San Antonio. On en a déjà parlé dans une ancienne émission. 2 Chiliens, les grands du championnat chilien. Colo Colo et la de Chile, je vois les messages, ça me fait rire sur Boca. 2 Colombiens, l'Atlético Bucaramanga et l'Atlético Nacional. 3 Équatoriens. Toujours 3 Équatoriens, 3 Paraguayens, les Équatoriens Barcelona, Independiente del Valle et la LDU. Les Paraguayens, c'est un petit peu toujours les mêmes, Cerro Porteño, Olimpia, Libertad. 3 Péruviens, l'Alianza Lima, le Sporting Cristal et Universitario. Les 2 géants uruguayens sont là, Nacional et Peñarol. Et 2 Vénézuéliens, Puerto Cabello et le Deportivo Táchira. Il y a plus de Paraguayens que de Colombiens, et oui, c'est un peu le problème. Est-ce que les Colombiens ont le droit de participer à la Libertadores? C'est une très très bonne question. En tout cas, vous voyez que comme d'habitude, il y a un fort contingent de Brésiliens et d'Argentins. Ça devrait plus ou moins se jouer avec ces équipes-là. Je vais en profiter quand même pour vous montrer les chapeaux de cette... C'était Carabobo, le Vénézuélien. Puerto Cabello, c'est en Sudamericana. C'est pour ça que j'ai marqué en blanc quand je l'ai dit. Les chapeaux pour ce tirage. Botafogo, lui, sera à 1. Sera le tenant du titre sera dans le groupe A. C'est une habitude. Et ensuite, donc, chapeau 1. Le reste des chapeaux, la répartition, elle se fait au classement, un petit peu comme les coefficients UEFA. Chapeau 1, River, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, Sao Paulo et Racing, le vainqueur de la Sudamericana. Chapeau 2, Olimpia, LDU, Inter, Libertad, Independiente del Valle, Colo Colo, Estudiantes, Bolívar, des gros habitués de la Libertadores. Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Táchira et la U de Chile en chapeau
3. Et pour terminer, le chapeau 4, Carabobo, l'Atlético Bucaramanga, pardon, Central Cordoba, San Antonio, Bulo, on en avait parlé de ce club bolivien dans une émission précédente, dans un 9-10, quand j'avais fait un petit point justement sur ce qui se passait en Bolivie, à l'époque où c'était un petit peu une sensation, tout ce qui s'y passait. Donc les 4 vainqueurs de ces phases préliminaires qui sont obligatoirement dans le chapeau 4, ce qui veut dire qu'il y a des dangers potentiels quand même dans ce chapeau 4, puisque Alianza Lima, Bahia et surtout Cerro Porteño et Barcelona, qui sont des habitués de la Libertadores, vont se retrouver, tout simplement, vont se retrouver dans cette phase de groupe dans le chapeau 4. Voilà, j'ai fini ma phrase, je me suis un peu perdu dans mes phrases, mais voilà, concrètement, voilà donc pour les différents qualifiés, les différents chapeaux. Je vais en profiter pour vous montrer les différents chapeaux de la Sudamericana. On en parlera tout à l'heure pendant le tirage, mais si vous n'êtes pas avec nous pour celui-ci, justement, les chapeaux de la Sudamericana, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia, América de Cali, chapeau 1, chapeau 2, Guarani, Palestino, Caracas, Vasco, Huracan, Universidad Católica équatorienne, attention, Unión Española et Godoy Cruz, Once Caldas, Racing, uruguayen, pardon, attention à ça aussi, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Puerto Cabello et Cerro Largo, un club uruguayen dans le chapeau 3, et Muchucruna, Atlético Grau, un péruvien, Vitoria, San José, Iquique, Boston River et Melgar, et donc le Corinthians dans le chapeau 4, le Corinthians dans le chapeau 4 de la Sudamericana. Quand vous voyez le reste, vous vous dites, ok les enfants, chapeau 4. Donc voilà le tirage, ça sera donc tout à l'heure. Si vous êtes avec nous, écoutez, ça sera un plaisir justement de le partager avec vous, ce tirage. Les 2 compétitions vont être tirées tout à l'heure. La réponse, il y a une question qui m'a été posée sur Roque Santa Cruz. Est-ce qu'il est toujours présent à Libertad? Oui, il me semble, et toujours avec Oscar Cardoso, ce qui fait qu'on a une attaque, quand ils sont alignés, qui a 85 ans à eux deux. Voilà. Tout ça pour... Voilà. Vasco de Gama avec l'éternel Payet, mais il n'est plus là. Payet est toujours là, mais Payet ne joue pas beaucoup. On en parlera tout à l'heure pendant tous les tirages. N'hésitez pas à commencer à récupérer vos questions. Donc voilà, Cerro Largo est un club uruguayen qui n'est pas à Montevideo. C'est assez rare pour le souligner. Tu as tout à fait raison de le souligner, Alarami. Et c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je ne peux rien dire de plus que c'est vrai, c'est suffisamment rare. Donc voilà. On en parle tout à l'heure, tirage au sort, je le dis, on prendra l'antenne, je pense, vers 23h40 pour bien se mettre en jambes pour préparer le tirage. Et donc, voilà pour ces compétitions continentales, que ça soit au nord ou au sud, les quarts de finale en Conca Champions et la phase de groupe. Pour la Libertadores, on est encore sur des groupes de 4. On attend de voir si, à terme, ils vont pas commencer à se dire qu'ils vont avoir envie de faire comme en Europe, parce qu'on sait toujours que Alejandro Dominguez et la CONMEBOL aiment toujours faire comme en Europe, parce qu'il faut imiter ce qui se fait de mieux. 3 petits points. Bref, on va passer à la deuxième news de la semaine, qui est un tout petit peu moins drôle pour le coup. Alors on va parler de la Libertadores U20 qui s'est terminée cette semaine et qui a vu notamment d'ailleurs la victoire d'un Brésilien. Oh, surprise, quoique si, parce que c'est pas forcément le cas sur les Libertadores U20. C'est Flamengo qui s'était imposé en finale en battant justement, vous allez voir pourquoi justement, en battant Palmeiras en finale. C'était une finale 100% brésilienne. Ça s'est terminé à 1 but partout. Flamengo s'est imposé au terme de la séance de tir au but. Encore des Brésiliens, mais c'est vrai que c'est assez rare sur la Libertadores U20. Il y a eu des Independiente del Valle, il y a eu des Nacional, il y a eu des Boca, des River. Donc voilà, ça doit faire plaisir à Marcelin. Oui, ça doit faire plaisir à Marcelin, clairement. Je ne sais pas s'il suit avec attention la Libertadores U20. Là, il doit être plus concerné par l'équipe A de Flamengo, mais oui, forcément. Forcément. Donc, je parlais de la Libertadores U20 parce que forcément, il s'est passé quelque chose de notable. Je ne sais pas quel terme employer et en essayant de rester poli, bien évidemment, toujours dans ces circonstances. Ça s'est passé lors d'un match de la phase de groupe entre
entre le Cerro Porteño, justement, et enfin justement, parce que vous avez vu, ils sont qualifiés pour la phase de groupe de la Libertadores, et Palmeiras. Sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Palmeiras s'est imposé 3 buts à 0. Ils ont écrasé le cyclone paraguayen. D'ailleurs, ils se sont qualifiés en battant le Cerro Porteño à ce moment-là. C'était réglé à ce moment-là. Et donc, au bord du terrain, ou pendant le match plutôt, il y a eu un fait important, un fait terrible. Je vais vous montrer la photo de ce qu'il s'est passé. Il y a eu des insultes racistes qui sont parties des tribunes et on a eu droit à l'image, à ce genre d'image, justement, avec cette espèce d'abruti que vous voyez si vous êtes devant la vidéo. Et là, vous êtes en direct, donc vous êtes forcément devant la vidéo. Cette espèce d'abruti qui a un enfant dans les bras et qui mime un singe devant un joueur de Palmeiras. Ça fait partie de toutes ces insultes racistes que l'on a à chaque fois. Alors déjà, deux choses. On se dit que l'enfant est déjà perdu par avance, malheureusement pour lui, parce qu'il va grandir dans ce contexte-là. Mais bon, bref. Et donc, à la fin du match, ces insultes racistes ont profondément marqué un des joueurs, notamment de Palmeiras, qui s'appelle Luigi, que l'on a vu en pleurs sur le banc de touche et que l'on a vu en pleurs en réaction d'après-match, en demandant jusqu'à quand ça allait durer ce genre de choses-là, jusqu'à quand la CONMEBOL allait laisser faire ce genre de choses-là. Il y a comme partout, on va pas non plus commencer à dire oui, en Amérique du Sud, ils sont racistes, toujours la guerre du qui est plus raciste que d'autres. Il y a des montées de racisme partout, comme chez nous, comme en Europe. Voilà. Et le fait est que, comme d'habitude, eh ben, on a l'habitude, c'est malheureux à dire, et c'est aussi peut-être pour ça que ça continue de s'installer. Les instances ne font pas grand-chose. Alors vous allez vous dire, quelles ont été les réponses, quelle a été la réplique de la CONMEBOL, parce qu'on s'attendait à ce que la CONMEBOL frappe, justement, après cela. C'est pas la première fois qu'il y a des cas de racisme dans les tribunes, c'est pas la première fois qu'il y a des cas de racisme contre les joueurs brésiliens, les joueurs métis ou les joueurs de couleur brésiliens qui sont les premières victimes, très souvent. Et donc, quelle a été la réaction de la CONMEBOL? Je vous montre la réaction de la CONMEBOL. Ça a été une amende de 50 000 dollars américains contre le club. Voilà, 50 000 dollars, je vous laisse mesurer, on va en reparler dans un instant. L'obligation de mener une campagne sur ces réseaux sociaux de lutte contre le racisme, une campagne dans laquelle doivent participer les joueurs. Alors, les joueurs de l'équipe U20, je précise, c'est important, et vous vous dites à quel point, oui, c'est vrai que c'est normal que ce soit les joueurs de l'équipe U20 qui y participent. Je vais y revenir dans un instant, je vais vous la montrer. Et la troisième, c'est un huis clos pour le reste de la compétition U20. Je rappelle qu'avec cette défaite-là, le Cerro Porteño était assuré d'être éliminé de la phase de la Libertadores U20. Il ne restait plus qu'un match. Donc, ils ont dû être absolument, terriblement touchés par cela. Non, les joueurs n'y sont pour rien, mais ils doivent faire cette campagne de sensibilisation. Je vous montre les images, je ne vous mets pas le son. Vous voyez cette image avec les joueurs qui vont donc envoyer un message justement de lutte contre les comportements racistes. Petite chose quand même, j'ai pas la photo sous les yeux, mais les joueurs au bord du terrain pendant cette Libertadores, un petit peu comme on le voit partout chez nous, si vous regardez les matchs de compétition européenne, vous avez de grandes pancartes, en Europe, c'est de grandes pancartes contre le racisme. Donc il y avait de grands messages "Basta el racismo" au bord des terrains, et ça n'a pas empêché l'abruti que vous avez vu tout à l'heure de faire des cris de singe. Donc on voit que ce genre de campagne fonctionne à plein régime. On a presque Je vous montre les images là de cette campagne. Si vous avez envie de lire, vous pouvez lire ce que sont en train de dire les joueurs. C'est du classique. C'est vraiment lutter contre les débordements racistes, parler du football qui unit alors que le racisme divise. C'est un peu le slogan de cette campagne-là. Je vais juste vous faire grâce des commentaires qui s'en sont suivis sur les différents, justement sur les réseaux sociaux où ça a été partagé, parce qu'il y a des commentaires absolument odieux en dessous de cette campagne-là. Voilà, forcément, comme partout. On a quand même un peu l'impression que c'est toujours pareil. On fait un espèce de petit message, on s'en lave les mains, on met une petite amende qui sert à rien, un huis clos qui sert à rien. En gros, on met un pansement sur une jambe de bois. Comme tu le dis, Red, si les campagnes fonctionnaient, ça se saurait. Ça ne marche pas. On est d'accord que ça ne marche pas. On le vit tous les jours. Je vais pas dire tous les jours, mais quasiment, même nous, dans nos stades, en France, on a des comportements racistes dans toutes les tribunes. Et c'est pas parce que vous avez un message de prévention, si vous voyez si vous entendez si vous voyez des propos discriminatoires ou racistes, contactez la LICRA, machin bidule, ça ne marche pas, ces campagnes-là. Et c'est un tout petit peu, justement, ce qu'a voulu dire la présidente de Palmeiras, j'ai oublié son nom, Leila.
Aidez-moi, j'ai perdu son nom. Leila Pereira, voilà, merci, merci, je me le suis trouvé tout seul. Leila Pereira, il faut, tant qu'un joueur de club fautif ne jettera pas son maillot à la gueule du supporter et ne quittera pas le terrain, ça ne changera pas, nous dit Pierre. Alors je vais te dire, à chaque fois qu'un joueur est victime d'un comportement, veut quitter le terrain, tout le monde le raisonne pour qu'il revienne sur le terrain. Donc tant que les équipes n'arrêteront pas de jouer, et je vais presque même te dire, tant que l'adversaire, l'équipe par exemple, l'équipe locale, s'il y a un problème de débordement raciste dans les tribunes, tant que l'équipe locale ne quitte pas le terrain en disant non, on se désolidarise de ce que vous avez, de ce que ce supporter-là a fait, il ne se passera rien. Tant qu'il n'y aura pas de véritable sanction, il ne se passera rien. Et c'est tout à fait ce que dit Leila Pereira. Elle a très fortement réagi et elle a décidé justement de contre-attaquer. Elle a demandé tout simplement une sanction collective contre le Cerro Porteño pour forcer les clubs à agir aussi et à nettoyer leurs tribunes, façon de parler. Elle a demandé tout simplement l'exclusion du Cerro Porteño des compétitions de la CONMEBOL. Mais surtout, elle a pointé du doigt le fait que les sanctions, et ces sanctions, ce que l'on est en train de dire concrètement, ces sanctions-là sont totalement inutiles. Le club a publié un communiqué dans lequel il considère exactement ce que l'on disait il y a un instant, que ces mesures sont totalement inoffensives, à l'exception potentiellement des mesures éducatives. Bon, et surtout a décidé qu'il allait faire appel auprès de la FIFA. Je vais y revenir. Parce que la présidente Leila Pereira, elle a décidé clairement de mettre la pression. Non, mais là, par exemple, un supporter du Cerro jette son maillot à la gueule du mec, peut faire bouger les choses. Si un joueur jette son maillot ou agresse, entre guillemets, un supporter, c'est le joueur qui est suspendu, Pierre. Le joueur ne peut pas réagir. Je crois que c'est déjà arrivé et le joueur ne peut pas réagir, il risque une suspension. C'est aussi ça le problème. Donc, cette chère Leila Pereira, elle a été interviewée par TNT Sport en bord terrain et elle a déclaré, tout simplement, eh bien, puisque la CONMEBOL n'est pas en mesure d'empêcher ce type de crime et de traiter les Brésiliens avec la même importance que celle que leur club représente pour la CONMEBOL, pourquoi ne pas envisager tout simplement de rejoindre la CONCACAF ? Ce n'est qu'alors qu'ils respecteront le football brésilien, et c'est une chose à laquelle il faut penser. Alors elle fait planer la menace de quitter la CONMEBOL, on pense que ça n'arrivera pas, mais elle dit une chose très importante et très intéressante, c'est qu'elle dit, et elle rappelle que le Brésil, les clubs brésiliens représentent 60% des entrées des recettes de la CONMEBOL dans les compétitions de clubs, notamment. Elle explique aussi que si les clubs brésiliens venaient à s'amuser à vouloir quitter la CONMEBOL pour rejoindre la CONCACAF, ils y gagneraient financièrement parlant, et elle a totalement raison. Il faut le dire. On en parlait un petit peu dans un live. Si vous imaginez un club comme Palmeiras qui va jouer contre l'América ou contre l'Inter Miami en Conca Champions, je peux vous assurer que le prix des places ne sera pas le même que quand ils vont jouer contre l'Universidad de Chile au Chili. Donc les revenus ne seront pas les mêmes. Donc ça, elle a raison là-dessus. Elle explique aussi que lorsque l'incident s'est produit contre son joueur, elle a appelé Alejandro Dominguez. Elle n'a pas pu lui parler. Et après avoir donné cette fameuse interview dans laquelle elle est rentrée un petit peu dans la CONMEBOL, celui-ci l'a appelé et lui a dit qu'il y aurait des sanctions exemplaires. Et les sanctions, dit-elle, je ne les ai pas vues. Et elle donne deux exemples qui sont tout aussi notables et tout aussi parlants par rapport à tout ce que l'on dit sur la futilité des sanctions qui ont été prises. Elle explique par exemple qu'en compétition continentale, en Libertadores, s'il y a un événement qui provoque le retard du coup d'envoi du match, le club est sanctionné d'une amende de 100 000 $. Que s'il y a un drapeau qui n'est pas autorisé dans un stade, l'amende est de 78 000 $, et donc elle met en rapport avec cet acte raciste et une condamnation à 50 000 $. Et voilà, elle dit, voilà comment la CONMEBOL gère ce climat de racisme, je trouve ça honteux, et donc elle explique qu'ils ont envoyé une lettre à la FIFA, avec notamment plusieurs clubs brésiliens, tous les clubs de la Libra et de la LFU. Vous vous souvenez, dans une précédente émission, j'avais expliqué que les clubs brésiliens se sont divisés en deux associations de clubs, la Libra et la LFU, qui donc, les principaux clubs du pays sont tous représentés par ces deux associations. Ils ont donc envoyé une lettre à la FIFA pour qu'elle intervienne dans la lutte et qu'elle mène une lutte véritable contre le racisme en Amérique du Sud. C'est ce qu'il y a dans cette lettre. Donc la lutte est lancée, il y a des choses qui sont véritablement mises en route, il y a une volonté de faire bouger les choses, on va voir jusqu'à quand, je ne sais pas. Il faudrait que ça porte plainte au civil. Oui, alors il faudrait déjà que l'on porte plainte contre ce supporter-là. Je ne sais pas du tout, voilà, c'est exactement où je voulais en venir, Pedro Viseu, je ne sais pas si le supporter a été retrouvé, il n'y a pas eu de communication sur le sujet. J'ai oublié de le dire, mais la fameuse campagne qui a été menée sur les réseaux sociaux, le Cerro Porteño, c'est c'est le compte de l'équipe des jeunes qui l'a mené, c'est pas le compte de l'équipe principale.
pour vous donner une idée. Donc, vous voyez la manière dont ils ont un petit peu contourné le truc. Je ne sais pas s'ils ont retrouvé le supporter. On sait qu'il y a moyen de le retrouver. De toute façon, il est passé en, il est passé en 4K, garçon. Donc, voilà. Mais voilà, elle, Leila Pereira, a envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. On va voir jusqu'à quand. Elle explique qu'elle a le soutien des autres clubs. Elle a discuté avec la CBF. Elle met cette pression-là. Et sachez que pendant ce temps-là, au Brésil, ça bouge beaucoup. Il y a des campagnes de lutte contre le racisme qui ont été menées. L'image que vous voyez là, c'est avant le match Palmeiras-Corinthians, justement, qui a été mené, je crois que c'est avant Palmeiras-Corinthians, ou peut-être le match d'avant, enfin bref, qui a été mené par par Palmeiras. Le ministre des Sports, André Fufuka, a demandé la suppression du financement fédéral pour tous les clubs qui ne mènent pas de campagne active de lutte contre le racisme. En gros, s'il n'y a pas de pratiques antiracistes qui sont menées par les clubs, ils n'auront plus de financement fédéral. Il prévoit de faire ajouter cela dans la loi générale sur le sport pour les clubs, les fédérations et les confédérations. C'est lui qui a demandé ça auprès de la Chambre civile. Donc, il y a un mouvement qui se met en place, hein, même au niveau du gouvernement. Je vais vous dire ce qu'il explique. L'objectif, c'est forcément de mener une vraie campagne de lutte contre le racisme, parce que le racisme est absolument, malheureusement, c'est comme pour tout, il est absolument partout. Le Brésil est aussi touché en interne, hein, par des problèmes de racisme. C'est pas une spécialité d'un pays ou d'un autre. Voilà, la bise à certaines personnes, et notamment un Paraguayen célèbre dont je ne citerai pas le nom. Et donc, il a la volonté de rendre les choses plus efficaces. Et je vais citer ce qu'il vous dit. C'est une mesure dure, ferme, mais qui aide dans la lutte contre le racisme, d'autant plus que ce que nous voyons aujourd'hui est inacceptable. Le cas de Luigi est inacceptable. Il y a beaucoup de cas comme celui-ci qui se produisent tous les jours, et nous ne voyons pas d'action de la part de ceux qui pourraient faire quelque chose. C'est donc dans cette optique que nous avons déposé cette demande de modification, et c'est pour moi une étape importante dans la lutte contre une pratique qui aurait dû être abolie depuis longtemps. Il y a donc un mouvement qui s'est initié au Brésil. Je ne sais pas jusqu'à quand il va durer. Est-ce qu'on a la naïveté de vouloir être un tout petit peu positif, optimiste plutôt, de se dire que ça va réussir à faire bouger les lignes? Espérons-le. On va suivre avec attention. Je vous rappelle qu'il y a une possibilité avec les chapeaux de Libertadores. Je vais vous les remontrer quand même, parce que vous allez voir là où ça peut être rigolo. Il y a une possibilité pour que Palmeiras retrouve le Cerro Porteño. Voilà. On sait comment le destin aime être farceur. On en verra tout à l'heure si c'est le cas lors du tirage. Mais donc, il y a cette volonté, en tout cas, au Brésil, de mettre en place, de changer les choses, de faire bouger les lignes, de faire en sorte qu'on on mène de véritables mesures pour éradiquer le problème du racisme des stades, à voir si au niveau de la Confédération, il va y avoir de véritables actions qui sont menées. Et on ne va pas se mentir, hein, les actions, ce ne sera pas une énième campagne, ce ne sera pas un simple affichage au bord du terrain, luttons contre le racisme, c'est malheureux, mais c'est comme cela, de sanctionner, et de sanctionner très fortement, pas en tout cas comme ils l'ont fait dans le cas du Cerro Porteño. Affaire à suivre donc, et on va rester optimiste et se dire que enfin, les lignes vont bouger. Voilà, on va espérer. Je ne sais pas si on y croit, mais on va espérer. On va rester optimiste. Voilà pour cette partie news de la semaine. Je me souviens au Portugal, le cas Marega avec des insultes racistes venant d'une grande partie du stade. Résultat, 714 € d'amende. Je me souviens de cette histoire de Moussa Marega. Effectivement, Pedro Viseu, effectivement. Et là, franchement, tu vois, on est 50 000 € d'amende, 50 000 $ américains d'amende pour un club. Même si les budgets sont pas fous. Hein. Mais bon, hein. Et mener une campagne avec le compte de l'équipe des jeunes, bon, tu as envie de dire, voilà, on se moque un peu du monde. Et justement, comme le dit Leila Pereira, c'est la moitié d'un coup d'envoi, d'un retard au coup d'envoi d'un match de Libertadores. C'est moins qu'un drapeau qui est interdit dans les stades. Voilà, c'est pour donner un peu le niveau d'engagement de tout cela. Bref, voilà, on va voir, on verra si les choses veulent changer, veulent bouger. Je le disais, ça c'est la partie news, on a fait 2 petites news, on est déjà quand même à 40 minutes, hein, mine de rien, on avance, hein, on est pas mal. On va donc faire la 3e news sous forme un petit peu de dossier, parce qu'il va falloir poser un petit peu, prendre le temps, un petit peu parler de tout ça. Vous l'avez deviné, on va parler, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, on va parler du fameux procès qui s'est ouvert concernant le décès de Diego Maradona. Parce que c'était la grande information
de la semaine dernière et vous en avez forcément entendu parler parce que la portée de l'événement est évidemment obligatoirement mondiale puisqu'elle concerne la mort de Diego Maradona. Le procès concernant ceci et les circonstances, je vais y revenir, s'est donc ouvert la semaine dernière en Argentine. Et donc, je vais essayer de poser un petit peu les faits, d'exposer un petit peu clairement tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut comprendre sur ce procès et pourquoi on est arrivé dans une telle situation avec un procès. Parce qu'on pourrait se dire, bon, après le décès de Maradona, décès, vous allez voir, je vais utiliser des guillemets pour l'instant, de mort naturelle, il y a pas lieu de mener un procès et pourtant, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Alors, on va démarrer par les faits, tout simplement. On va démarrer par exposer un petit peu les faits. Donc, vous le savez tous, je pense, Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020, le 25 jours après son 60e anniversaire. Une enquête avait été menée dans les heures qui ont suivi l'annonce et le choc qui a été l'annonce de son décès. Il y avait eu une enquête avec forcément une autopsie, c'est toujours, c'est la règle dans ces cas-là, qui avait conclu, pardon, et exposé la cause finale du décès, et ce serait donc un arrêt cardio-respiratoire faisant suite à un œdème pulmonaire aigu produit par une insuffisance ventriculaire gauche aiguë. Je lis la déclaration, je ne suis pas médecin, insuffisance cardiaque, et je cite ces propos tenus par des experts qui ont analysé cela, dans un tableau angoissant de courte durée estimé à quelques minutes ou au plus à quelques heures. Voilà, tel est le tableau qui a été présenté dans les heures qui ont suivi le décès de Diego Maradona. Donc, un arrêt cardio-respiratoire, tout simplement. Tout simplement. Il y a cependant, et c'est là où il va falloir commencer à être un petit peu précis sur les faits et à expliquer pourquoi on va en arriver là aujourd'hui. Il y a un contexte à tout cela et il y a des choses à bien avoir en tête et à bien prendre en compte dans tout ce que l'on va dire par la suite. Ce qui était connu à ce moment-là, ce qui est connu et ce qui avait été je ne sais pas si ça avait été vraiment beaucoup médiatisé à l'époque, il faudrait que je replonge dans les archives de l'époque. Ce que l'on savait à ce moment-là, c'est que Diego Maradona était très affaibli à ce moment-là, depuis plusieurs mois. On savait aussi qu'il souffrait d'une très forte dépendance à l'alcool. On sait que Diego a souvent, depuis le début des années 90, a connu plusieurs crises de dépendance et d'addiction aux drogues et à l'alcool. Il y a eu des un peu montagnes russes. Il y a eu des moments où ça a été très compliqué, il y a eu des moments où ça a été mieux. Il était dans ce contexte-là. Et on sait aussi qu'il avait été, avec cette dépendance-là, il avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre pour une anémie et une déshydratation avancée. Le lendemain de son arrivée dans une clinique de La Plata, il avait été transporté à l'hôpital d'Olivos à Buenos Aires, où il avait subi une intervention chirurgicale pour un hématome sous-dural. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, concrètement, il avait un épanchement de sang dans le crâne. Donc, tout simplement, il a fallu opérer cela. Le 11 novembre 2020, soit 14 jours avant son décès, il sort de l'hôpital et c'est là qu'il est transféré dans une maison de la banlieue de Buenos Aires, dans le fameux quartier de San Andrés à Tigre, et c'est à cet endroit-là, dans cette maison-là, que Diego Maradona est décédé. Ça, ce sont les faits. Et vous allez me dire, bon, ça me semble quand même, c'est terrible, c'est comme ça, il y a quelqu'un d'affaibli qui est sous une dépendance, qui fait un arrêt cardiaque, ça arrive, il décède, voilà, ça arrive, forcément, oui, c'est la nature, et ça arrive. Et pour le coup, dans l'absolu, cette cascade d'événements est plutôt naturelle. Mais s'il y a un procès, c'est qu'il y a forcément un petit peu des zones d'ombre, et je vais y revenir. Parce que dans ce procès, plusieurs personnes sont concernées. Ils sont 8. Je vais vous montrer leurs images, on va en reparler dans un instant. Ils sont 8 à participer à ce procès. En fait, ils sont 7 à cette première partie du procès, et il y aura un 8e qui est une infirmière qui, elle, aura son procès à part. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Ces 8 personnes, c'est Leopoldo Luque. Gardez bien certains noms en tête, et lui est important. Leopoldo Luque, qui est le neurochirurgien qui s'occupait de Diego Armando Maradona. La psychiatre Agustina Kozachov, ce sont les 2 personnes qui sont donc sur la gauche de cette image, gardez-les bien en tête. Un psychologue, Carlos Diaz,
un infirmier, Ricardo Almiron, ça ce sont les 4 premiers, et les 4 autres, Gisela Diana Madrid, c'est une infirmière, elle aura son procès à part parce que, pour une raison toute simple, hein, c'est qu'elle a demandé à ce que son procès se tienne devant un jury. Donc elle sera à part devant un jury. Il y a aussi donc 3 autres personnes qui participent à ce premier procès. Le patron de Ricardo Almiron, Mariano Perroni, le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna et Nancy Forlini, qui est une responsable médicale d'une société de médicaments. Voilà, ces 7 personnes-là, on met Gisela Diana de côté, Gisela Diana Madrid de côté, on garde les 7 autres, sont dans ce procès-là, et c'est eux qui vont passer devant les juges, que je peux vous mettre en image, et dont j'ai les noms, hein, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je dois vous envoyer plein de noms, mais bon, voilà, bref. Gardez en tête que voilà, il y a ces 3 juges-là qui vont devoir décider si ces personnes-là, les 7 personnes qui sont ici, sont responsables d'un homicide involontaire. Et vous allez voir pourquoi on en est arrivé là. Parce que ils sont accusés d'avoir agi en connaissance des conséquences fatales possibles de leurs actions et de leurs omissions. En gros, autrement dit, tous savaient qu'il y avait possibilité que Diego Armando, que ce qu'il se passait autour de Diego Maradona finisse par entraîner le décès de Maradona. Aucun n'a agi pour empêcher cette cascade d'événements. Et je vais entrer dans le détail un petit peu plus derrière. Sachez que s'ils sont reconnus coupables de cet homicide involontaire, hein, disons-le comme cela, ils encourent des peines allant de 8 à 25 ans de prison. Sachez que ce procès était initialement prévu le 4 juin 2024, qu'il a été repoussé une première fois au 1er octobre, en sachant déjà, hein, le tribunal savait déjà que le 1er octobre, ça ne serait pas possible. Et pourquoi ça n'est pas possible? Parce que ce procès s'annonce absolument fleuve. Je vais vous donner quelques chiffres. On parle de 109 témoins qui vont passer, qui vont se succéder à la barre durant ce procès. On parle de 52 pièces à conviction qui vont être présentées et des centaines d'audios qui vont être écoutés, qui vont être diffusés. Donc c'est énorme. Selon des sources judiciaires qui ont communiqué avec Infobae, qui est un grand média argentin, la salle d'audience dans laquelle se déroule ce procès a été réservée jusqu'au 17 juillet. Ça vous donne une idée de la potentielle durée maximale que peut prendre ce procès. On pourrait donc être parti pour 4 mois de débats intenses. Gardez en tête, 109 témoins, 52 pièces à conviction, des centaines d'audios à écouter. Effectivement, ça peut prendre du temps. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi une telle ampleur? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un tel procès? Parce que, je le disais tout à l'heure, les derniers mois de Diego ont été entourés de plusieurs doutes et un voile très sombre, dirons-nous. Oui, c'est une folie, mais tu vas voir pourquoi c'est une folie. Et c'est là où on va plonger dans des choses assez rudes, quand même. Parce qu'il va être question dans cette histoire-là, franchement, d'un entourage toxique qui vient profiter d'une personne sous dépendance. Dans ce cas-là, c'est pas n'importe qui, c'est Diego Maradona, pour en tirer des profits. Et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont passé un point de non-retour, ils vont essayer de se déresponsabiliser de tout cela. Et c'est en cela qu'ils sont accusés, parce qu'il y a eu des dernières heures qui ont été décrites par d'autres comme celles d'une agonie. Il y a d'autres experts qui ont ausculté le corps de Diego Maradona et qui disent que ce corps montre des signes. Alors ça va être dur, hein, ce que je vais dire, hein, donc accrochez-vous si vous êtes un peu sensible, qu'il a montré des signes indubitables d'une période d'agonie prolongée, de sorte que nous concluons que le patient n'a pas été correctement surveillé à partir de minuit 30 le jour de son décès. Ces experts-là parlent d'une dizaine d'heures d'agonie pour Diego Maradona, sans aucune personne pour venir l'aider. Il n'y avait personne à son chevet. Il n'y avait aucun moyen pour lui de prévenir qui que ce soit. C'est ce qu'ils décrivent aussi pour le procès. Là, au jour où on enregistre, ils ont présenté la maquette de la maison pour expliquer comment était la maison, comment était organisée la maison. Diego Maradona, dans son lit, n'avait rien pour appeler quelqu'un. Il n'y avait personne à son chevet à ces moments-là, dans ces nuits-là. C'est aussi pour cela que l'infirmier et l'infirmière sont présents à ce procès, parce qu'ils n'étaient pas là les 24 et 25 novembre. Et il y a tout un problème par rapport à ces dernières heures. Et justement, ce procès, c'est qu'il y a une suspicion d'homicide involontaire, je le disais, soit par négligence, soit par incompétence.
On ne sait pas s'il y a on peut pas trop dire par préméditation parce que franchement, c'est pas franchement le cas, mais il y a des choses qui font quand même qui font un petit peu froid dans le dos. Et il va donc être question, durant ce procès, de retracer les derniers mois, les dernières semaines, les dernières heures. Qui porte plainte? C'est la famille de Diego Maradona. Ce sont les filles, le fils la dernière épouse qui porte plainte. Parce que vous allez voir, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces éléments troublants, et si vous parlez espagnol, je le mettrai dans la description sur le replay et sur la partie de ce dossier-là. Il y a eu un extraordinaire document publié par Infobae sur YouTube. Le documentaire est sur YouTube qui parle des dernières heures justement et des derniers mois de Diego Maradona. Il faut parler espagnol. Je vais essayer de pas vous résumer parce que c'est très long. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être un peu complexe, enfin pas complexe, mais j'ai pas envie de vous noyer dans plein de détails qui pourraient très vite vous perdre. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette histoire-là. Sachez juste que dans ce documentaire, on voit à quel point l'entourage est toxique. On voit à quel point cet entourage-là, il y a un entourage toxique qui s'est mis en place, qui vit au crochet de Diego Maradona, qui le maintient pour certains sous dépendance, qui joue sur ses addictions. Et il y a notamment une personne qui passe son temps à lui donner de l'alcool et à lui donner de la drogue et tout pour le maintenir sous dépendance. On parle de quelqu'un qui est en addiction et la personne continue de lui amener des bières en continu. Donc on voit, ça parle de personnes qui utilise un Diego rongé par les addictions, qui cherche à tout prix à l'éloigner, à le couper de sa famille pour en garder le contrôle. Et il y a donc je le disais, quelques événements, quelques épisodes assez marquants dans cette histoire. C'est extrêmement douloureux à entendre, Nostromo, c'est extrêmement douloureux. Tu vois ce qu'il y a derrière moi, hein, d'en parler, mais il faut en parler parce que c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a la présence de cet homme-là, je ne donne pas son nom, qui le maintient sous dépendance et qui nourrit son addiction. Il y a aussi cette histoire de l'opération. Parce qu'au moment où Diego va entrer à l'hôpital pour aller être opéré de cet hématome sous-dural, la famille demande à ce qu'il soit interné, à ce qu'il soit envoyé en cure, un petit peu comme ça a été le cas par le passé. Et là, il y a tout un jeu mené par certains médecins, et notamment Leopoldo Luque, pour justement, et je cite entre guillemets, ne pas le perdre. Donc, il ne faut pas que Giannina, la fille, et son entourage puissent récupérer Diego. Ils ne veulent pas le perdre. Il y a des échanges WhatsApp, il y a des audios dans ce documentaire, vous allez les entendre. Je pense qu'on en entendra quelques-uns pendant le procès, je pense qu'on en entendra d'autres, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup dans ce genre-là, parce qu'ils ont été très loquaces dans les échanges WhatsApp, et c'est des échanges qui remontent sur plusieurs mois avant le décès, qui remontent jusqu'au mois d'avril, donc vous voyez qu'on est loin avant. Et notamment de ce fameux Leopoldo Luque qui prend conseil auprès d'une collègue dont on n'a pas le nom, on ne l'a pas, hein, on ne sait pas qui lui demande comment faire pour, en gros, parce qu'il sent, il le dit clairement que Diego peut mourir. Pas tout de suite, mais peut mourir dans tout ce qui se passe, parce qu'il y a plusieurs autres échanges dans lesquels il explique que c'est pas possible pour son état de santé qu'il puisse continuer à enchaîner alcool, pilules, etc. etc. Mais il ne fait rien pour que ça change, et la seule chose qu'il fait, c'est prendre conseil auprès d'une collègue pour comment lui peut se couvrir. Et il explique qu'il est celui que l'on voit partout sur les photos, et que si Diego meurt, eh ben, je vais être un peu vulgaire parce que c'est comme ça qu'il le dit, j'aurai tout le monde sur le cul. Voilà, il le dit comme ça. Et donc voilà, et c'est cette personne-là qui lui conseille de faire venir et de faire intervenir cette fameuse Agustina Kozachov, la fameuse psychiatre, qui elle aussi va se montrer coupable de pas mal de négligences, notamment en prescrivant à Diego des médicaments qui ne sont pas du tout compatibles avec son état de santé. Il avait un foie qui était dans un état de cirrhose avancé, forcément, addiction à l'alcool. Il avait un cœur qui était déjà faible, et elle lui a donné des médicaments qui n'étaient absolument pas prescrits dans ces cas-là. Donc voilà, dans ce documentaire, si vous parlez espagnol, vous allez voir qu'il y a aussi des histoires de falsification de signatures, des histoires parce que la collègue de ce fameux Leopoldo Luque lui conseille de monter un dossier médical bien ficelé, dans lequel il faut montrer que Diego était sujet à des addictions à l'alcool, et que lui, Leopoldo Luque, avait essayé de lutter pour l'en empêcher, mais qu'il ne l'avait pas accepté. En gros, l'idée, c'est de se dédouaner, de se blanchir totalement dans l'histoire. C'est d'une violence inouïe, c'est extrêmement controversé, forcément. Les choses sont pas nettes, et donc l'accusation, elle, va chercher à démontrer que tous étaient conscients de la situation
sanitaire délicate dans laquelle se trouvait le patient et que malgré cela, ils n'ont rien fait pour éviter les conséquences fatales et pire, ils l'ont même complètement laissé livrer à son sort dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, on a parlé, je le disais, de la maison au moment où j'enregistre et il a été présenté à quel point la maison était dans un état d'insalubrité avancé et n'avait surtout pas le matériel médical adapté à une personne qui venait d'être opérée au niveau de la tête et qui était aussi faible que cela. Je vous laisse aller voir le doc, je mettrai le lien dans la description. Sachez que le procès a démarré de manière extrêmement violente. Je ne vais clairement pas vous mettre la photo. Elle est facile à trouver si vous aimez ça ou si vous avez envie de la voir. Le procès a ouvert avec l'un des procureurs qui a montré la photo de Diego Maradona sur son lit de mort. Il a montré le corps. La photo est violente, choquante. Pas gore, hein, mais choquante. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous en faire grâce. Le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Kozachov étaient présents au jour 1. Leopoldo Luque a fait beaucoup parler de lui. Vous allez voir un petit peu peut-être aussi le profil du personnage parce que Leopoldo Luque, je ne vous ai pas mis sa photo, vous l'avez vu peut-être un petit peu dans la vignette. Leopoldo Luque, à l'époque, il ressemblait à cela. C'était donc en 2020, il y a 5 ans, quand il était au chevet de Diego. Il y a plein de photos de Leopoldo Luque à côté de Maradona. Vous pourrez facilement les trouver. Vous marquez Leopoldo Luque Maradona et vous les trouverez facilement. Quand il est arrivé au procès, Leopoldo Luque, il ressemble à ça. Il est à gauche sur la photo. On sent qu'il s'est préparé à la salle. Il a beaucoup changé, le garçon. Il est arrivé extrêmement nerveux aussi. Il y a eu une histoire d'agression sur un journaliste qui le filmait en parallèle du procès, hein, dans les couloirs. Sachez que ce look a beaucoup fait parler, hein, le look de Luque a fait beaucoup parler. Sachez que les deux n'assisteront plus au reste des audiences du procès à partir de là, cette semaine. Ils n'étaient pas là aujourd'hui, ils ne reviendront pas au tribunal avant les plaidoiries ou sauf si l'un d'entre eux décide de témoigner ou est appelé à témoigner. Ce qu'il faut retenir donc de toute cette histoire bien sombre, bien glauque, bien horrible, surtout quand on est amoureux de Diego comme cela, et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, hein, ces gens-là sont devant le tribunal, hein, tous les jours pour demander justice pour Diego. Ce qu'il faut retenir, c'est donc de savoir si la mort de Diego Maradona est liée à un homicide coupable, à une faute professionnelle, à un crime de négligence ou une omission. En d'autres termes, est-ce que Diego Maradona est mort d'une mort naturelle inévitable ou est-ce que on l'a laissé mourir et on a eu des comportements qui ont entraîné le côté inévitable du décès de Diego Maradona. Il est donc aussi dans cette histoire-là question, je le disais tout à l'heure, de maltraitance sur une personne dépendante, maintenue dans cet état par certaines personnes, coupée et isolée de sa famille, sauf que ce n'est pas une personne comme les autres. C'est Diego Armando Maradona, il reste et il restera toujours très spécial pour les Argentins, et c'est aussi pour cela qu'il était important, je pense, de faire un petit point, de présenter un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce procès-là. On est parti sur un procès fleuve, je le disais, ça peut durer jusqu'au 17 juillet, mais au moins vous avez déjà la base, certains éléments. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller creuser un petit peu par rapport à tout cela. Je vous invite vraiment, si vous parlez espagnol ou si vous comprenez l'espagnol, je ne sais pas s'il est possible de le faire traduire sur YouTube, je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Je le mettrai dans la description, ce lien, parce que le documentaire est terrible. Si vous êtes des amoureux de Diego, hein, comme je le suis, il faut être accroché, hein, je vous l'annonce, il faut être accroché, c'est absolument terrible. Mais c'est important d'avoir tout cela en tête. C'est important de savoir ce qu'il se prépare, ce qui est en jeu dans cette histoire. Et donc, voilà, de savoir exactement quelle est la chaîne de responsabilité et que s'il y a de véritables responsables, je vous avoue qu'une fois que vous avez vu le documentaire, une fois que vous avez les éléments, vous voyez qu'il y a quelques responsables quand même dans l'histoire, vous espérez que ces responsables-là vont être sanctionnés. Toujours cette histoire de sanctions et de sanctions après des comportements, pour le coup, criminels. Voilà, on était un petit peu dans le lourd. J'ai pas pu tout écouter tellement ça lève le cœur. Je comprends, Nostromo, c'est terrible. C'est voilà. Et je t'avoue que, alors, tu vois, petite parenthèse, la fameuse photo au procès, je voulais pas la voir et je me la suis pris dans la tronche parce que tu la vois forcément passer sur tes réseaux. Et donc voilà, il faut la digérer. Donc vaut mieux garder cette image-là. Voilà, celle-là, elle est très bien. Et voilà, mais c'est absolument terrible et beaucoup de choses sont absolument terribles. Et c'est vrai que c'est des choses qui arrivent malheureusement, je ne vais pas dire au quotidien, mais fréquemment, hein,
sur des personnes dans ces situations-là. Et là, pour le coup, ils n'ont pas forcément choisi la meilleure des victimes, parce que là, ils vont devoir assumer les responsabilités. Voilà, on est au bout de cette partie-là. On est au bout, justement, aussi de cette courte lucarne américaine d'1 heure. On est au bout. Vous avez deviné qu'il manque quelque chose. Justice por Dios, exactement. C'était le message. Hein. Voilà, je serais à leur place, je serais inquiet quand même. On va voir, parce que alors, dans le documentaire, il y a des choses qui sont montrées, il y a des écoutes, il y a des sons, il y a des WhatsApp qui sont montrés, il y a des audios, il y a des témoignages de proches, etc. Le documentaire, il doit durer une bonne demi-heure. Là, on est parti sur 109 témoignages, des centaines d'audios, des pièces à conviction, une cinquantaine. On ne sait pas jusqu'où peuvent aller les choses, hein, parce que très honnêtement, il y a des gens vraiment pas nets autour dans l'histoire. Il y a l'homme que je n'ai pas nommé, qui s'appelle, j'ai mangé son prénom. Bon, je vais pas le nommer. C'est très chaud. Voilà, c'est très chaud. Celui qui maintient Diego sous addiction. Voilà, et il y a des personnes assez importantes aussi qui sont mêlées à cette affaire-là et qui pourraient avoir, comment dirais-je, avoir à répondre de leurs actes dans cette histoire-là. On verra, on suivra, on verra combien de temps ça va durer. Si on est parti pour 4 mois, on suivra pendant 4 mois ce qui se passera et on verra les conclusions que ça en tirera. Je le disais, il reste une rubrique. Parce qu'on a fait du lourd, hein, on a fait du racisme, on a fait du Diego, pas du bon côté du Diego malheureusement, mais c'est aussi cela, hein, c'est aussi ça, on n'est pas non plus obligé on ne peut pas nier l'existence de certaines choses. On va finir par se faire plaisir quand même. On va aller sur les Golasso Hello, parce que retour de lucarne américaine égale Golasso Hello. Donc s'il n'y en avait pas, ça serait pas bien. On va donc aller découvrir la sélection de la semaine. J'en profite pour dire que si vous êtes sur les plateformes d'audio, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour voir la sélection ou en regardant l'émission. Parce que le principe va être simple, hein. Je vais envoyer la vidéo, je vais vous montrer là à vous ce soir les 4 nommés de la semaine. Vous allez avoir une semaine pour élire votre Golasso Hello de la semaine. Ça va se passer sur Twitter, ça va se passer sur le Discord, mais la vidéo de ces Golasso va être disponible assez rapidement directement sur YouTube. Donc vous pourrez les regarder autant de fois que vous le voulez pour faire le meilleur des choix possibles. Je vais vous envoyer la sélection, elle va vous emmener un petit peu partout du côté des Amériques et elle a un thème commun, il faut aimer frapper de loin. C'est parti. Voilà, bon courage. Bon courage. Vous avez le choix. Vous avez du Brésil avec Ener Valencia. Il est équatorien, mais c'est au Brésil. Vous avez exactement. Le troisième, c'est de l'USL. C'est Phoenix Rising qui jouait contre El Paso. Sachez que je vous invite à aller voir le résumé du match parce que le troisième but d'El Paso, c'est un retourné acrobatique. Donc j'aurais pu en mettre 2. Donc c'est USL. Vous avez de la deuxième division chilienne. San Marcos de Arica contre les Wanderers, c'est en deuxième division chilienne. Et vous avez de la MLS. Faut aimer frapper de loin, sans déconner, à part le premier, les autres sont marqués depuis le parking. Moi, voilà, je vous dis pas lequel est mon préféré. Il y a quand même un où il y a un enchaînement petite roulette, petit pont, frappe du milieu de terrain. Voilà, le troisième sans hésiter, le but du SL, c'est un dégagement. Je sais pas si c'est un dégagement. Bref, voilà, vous allez avoir une semaine pour choisir votre préféré, votre favori dans toute cette histoire. Ça va se passer, je le disais,
sur Twitter ou sur le Discord. Et puis ben, la semaine prochaine, dans la prochaine Lucarne américaine, on saura laquelle frappe du parking a gagné cette semaine. Voilà. Valencia, que maravilla. Ouais, Ener, magnifique. Ener le magnifique. Voilà, on arrive au terme de cette lucarne américaine. Merci à vous tous qui êtes passés, qui étaient présents dans le chat. Merci, ça faisait plaisir de vous retrouver un lundi soir. Je le disais, lucarne américaine, les lundis soirs à 22h. Sur Twitch maintenant, parce qu'Hello TV, on va le concentrer que sur Twitch. Vu les soucis qu'on a eu sur le multistream, on va se focus uniquement sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différents canaux. Suivez-nous aussi sur YouTube, même si d'après YouTube, nous sommes la personne qui est en train de vous parler là est une IA qui vole le contenu d'un créateur, à définir ce créateur-là. Mais suivez-nous quand même sur YouTube. On monétise rien sur YouTube, donc vous êtes tranquille. N'hésitez pas à vous abonner si vous le pouvez, notamment sur Twitch, à nous suivre sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes, sur les différents réseaux sociaux, à venir sur notre Discord. N'hésitez pas, vous verrez, il y a des gens qui dorment jamais sur le Discord. C'est normal, c'est le principe de la planète Hello. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Lucarne américaine, un prochain lundi à 22h, normalement lundi prochain. Tu arrives en retard, Ibra? Non, tu arrives en retard pour cette émission-là, pas en retard pour le tirage, parce que, je le disais, on va faire une petite pause et on revient d'ici à peu près 30 minutes pour le tirage au sort de la Libertadores et de la Sudamericana. A tout de suite si vous êtes encore avec nous. Je ne sais pas si je le mettrai en rediffusion, le tirage au sort de la Libertadores et de la Sudamericana sur YouTube, peut-être, on verra. En tout cas, sinon, rendez-vous un lundi prochain à 22h. J'ai oublié pour les rendez-vous, il y a pas mal de rendez-vous cette semaine. Il y a les éliminatoires sud-américains dans la nuit de jeudi à vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. Je posterai le programme plus en détail. Il y a la nuit MLS samedi soir aux alentours de minuit et demi aussi. Beaucoup de rendez-vous à venir sur Hello TV, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous d'être passés sur le chat. A tout de suite pour ceux qui vont être avec nous sur le tirage de la Libertadores et de la Sudamericana. Il y aura Vincent avec moi, vous pourrez le chambrer avec Boca, il n'est pas trop fort quand même. Mais quand même, on va s'amuser, on va rigoler. Et sinon, à bientôt sur les lives de Hello ou à lundi 22h pour un prochain Lucarne américaine. Salut tout le monde.